La pratique politique et ses vases communiquant les enjeux d'un éventuel retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. L'Air du temps de ce dimanche analyse toutes ces questions. Alassane Samba Diop reçoit Dr Momar Thiam, directeur général de Welcoming.com, et Ibrahima Bakhoum, journaliste, formateur et analyste politique. L'Air du temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h sur iRadio 90.3, iRadio, la radio d'ici et d'ailleurs. Dimanche 6 décembre 2020. Merci d'être à l'écoute de l'Air du temps qui reçoit aujourd'hui Ibrahima Bakhoum, le président du sénégalais. Ibrahima Bakhoum est journaliste et formateur, analyste politique, et Momar Thiam, que nous attendons d'un moment à l'autre de nous rejoindre dans le studio pour faire le débat avec lui. Ibrahima Bakhoum, cette semaine a été très riche en rebondissements concernant l'actualité. L'affaire des camps de redressement de Séni Moudoukara est au cœur de l'actualité. Certains citoyens sont un peu estomaqués par rapport à ce qui s'est passé là-bas, se posent beaucoup de questions. Les talibés de Séni Moudoukara, ceux en tout cas qui étaient en charge de ces centres-là, ont été placés sous mandat de dépôt. Depuis lors, l'actualité tourne autour de ces questions. L'État du Sénégal semble avoir découvert ces camps de concentration, ces camps de redressement, parce qu'ils ont existé depuis Abdou Diouf jusqu'à présent. Pourquoi aujourd'hui, cette actualité-là crée une émotion au sein de la population? Bonjour Alassane, bonjour les auditeurs de l'Air du temps. C'est simplement pour dire que cette affaire, la bonne question que Madiambal a posée, c'est qu'est-ce que la gendarmerie a découvert que l'État ignorait? Il n'y a pas besoin de chercher loin. La réponse, c'est rien du tout. Autrement dit, tout ce qui se faisait là-bas était su par l'État. Parce que le cas contraire serait extrêmement inquiétant qu'on dise qu'une chose comme ça, que ça puisse se passer au Sénégal sur des décennies. Vous avez bien parlé du temps d'Abdou Diouf. C'est sur des décennies donc. Et que personne ne puisse savoir que ça existait, c'est très grave. Donc les gens savaient et ça, c'est comme cela. Maintenant, il y a ce que j'appelle le phénomène Moudoukara. Ce n'est pas Moudoukara en tant que phénomène, peut-être pas la personne de Moudoukara, mais ce que j'aurais pu appeler l'environnement Moudoukara. À la limite, entre guillemets, je mettrais comme l'idéologie Moudoukara. C'est un ensemble à la fois tenant du religieux, tenant du sociétal sénégalais, on verra dans les définitions, et beaucoup de folklore dedans. Donc, le côté religieux, on peut comprendre que c'est lié à la famille du concerné, mais surtout, il a une histoire avec cela. Et vous avez le côté sociétal, c'est que de plus en plus, les Sénégalais ont des difficultés avec leurs enfants. Et quand ils ont des difficultés avec leurs enfants, la tendance, c'est quoi? C'est de systématiquement trouver tout de suite quelqu'un à qui l'envoyer. Certains préfèrent envoyer dans le Dara formel, même si le Dara est considéré comme informel, mais il y a quand même quelque chose de plus formel en matière de Dara que d'autres choses. Certains donc envoient là. D'autres n'ont pas ces moyens, ou alors ne veulent pas, parce que la réputation du Dara, c'est vraiment une réputation de rigueur, de sévérité, etc., de violence. Bon. Certains ont peur de ces Dara-là, traditionnels, et même même éduquant normalement, quand je dis la formation coranique, peu importe, il y a des familles qui ont peur de ça, surtout les mamans, et je comprends parfaitement. D'autres ne vont même pas là, mais ils savent que leurs enfants sont sur la mauvaise voie. Ces déviations, ou ces déviances, inquiètent. Alors, les familles voient quelqu'un qui leur propose, ou en tout cas qui a un accueil pour cela. Plutôt que je laisse mon enfant créer une situation telle que c'est la prison qui peut arriver, je préfère l'envoyer là où, en toute bonne conscience, je vais me dire qu'il est dans un environnement de religieux. C'est juste pour se donner bonne conscience. Tout en sachant que ce n'est pas forcément du Coran qu'il va aller apprendre là. Je dis encore, je reviens à la question de Madiambal, l'État ne pouvait pas avoir ignoré ça pendant ces années-là. Donc, toujours sur la question sociétale, on en arrive à, finalement, les familles se disent, l'enfant est là-bas, moi ça me rassure. Et vous ne cherchez pas à savoir dans quelles conditions il est, vous ne cherchez pas à savoir
peu importe, il est là-bas, plutôt que d'être dans la prison formelle, je l'envoie là où, en toute bonne conscience, je me dis, il est en train d'apprendre quelque chose. Évidemment, c'est une forme de fuite de ses responsabilités, comme on l'a dit et redit tout le temps. Quand on a des enfants, c'est la charge de la famille, c'est sa responsabilité de dire cet enfant, je mets sur le droit chemin. Hier, enfin, c'était une émission du vendredi, mais je l'ai suivi hier encore. Comment il s'appelle? J'entends Fou Malade qui explique que lui, il connaît certaines de ces personnes qui étaient là-bas. Ces jeunes ou moins jeunes, peu importe. Et il dit qu'est-ce qu'il faisait. Évidemment, il s'est posé maintenant, dans sa description, on a des problèmes pour savoir si ce qu'il disait, c'était l'avant ou l'entrée. Si c'était l'avant, c'est effectivement des gens qui se droguaient. Enfin, il a donné une panoplie de drogues et de trucs. Enfin, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ouais, il est dans ce cas. Comment est-ce qu'on peut connaître tous ces noms de ces produits? Bon, donc, il connaît tout cela. Mais il dit, ces gosses-là faisaient cela. Alors, si les parents étaient inquiets pour cette raison-là, qu'ils se disent, on va l'envoyer dans le Dara, c'est une chose. Maintenant, savoir qu'est-ce qui se passe dans le Dara ou qu'est-ce qui se passe dans le centre. C'est maintenant qu'on commence à l'appeler centre de redressement, je ne sais pas quoi. Parce que moi, je ne savais même pas. Je savais qu'il y avait donc ce que j'appelle le phénomène Modou Kara, pas la personne, mais je veux dire ce que j'appelle l'environnement, donc l'idéologie Modou Kara. Donc, il a réussi, à un moment donné, à capter l'attention sur ça, à tenir la vedette sur la place publique pendant des années. Et donc, ce Modou Kara, il s'est donné un nom, il s'est donné une réputation. Et à ce moment-là, la confiance des parents arrive. Mais la responsabilité de l'État, c'était au moins de se dire, ben, très bien, comment est-ce que quelqu'un comme ça peut, sur des années, avoir une affaire comme ça? Je dis, la gendarmerie n'a rien découvert que l'État ne savait déjà. Ce n'est pas possible. Parce que le cas échéant, ce serait une catastrophe. Que nous en soyons là. On va débattre plus tard. Ouais. Mais au moment, les premiers éléments de l'enquête, quand même, disent qu'il y a une dizaine de personnes qui sont mortes, qu'il y a eu des sévices, des séquestrations. Certains de ces gens ont déjà été mis sous mandat de dépôt. Jusque-là, les citoyens se posent des questions. Le responsable principal qui a fait une vidéo pour demander excuse par rapport au chef de l'État, par rapport à d'autres dignitaires religieux. Mais la question de la responsabilité du principal responsable. Bonjour Alassane, bonjour professeur. Écoutez, moi, votre question m'interpelle à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord, je veux dire, tous les observateurs sont d'accord là-dessus, c'est quand même un échec flagrant de la politique d'intégration sociale de l'État. Le professeur disait tout à l'heure que l'État ne peut pas ne pas être au courant. Mais d'autant plus que dans ces centres de redressement, d'ailleurs le mot redressement me pose problème, parce qu'un individu, on ne le redresse pas, un individu, on l'intègre plutôt, dans quand même une société normalement constituée qu'est le Sénégal. En général, excusez-moi du terme, c'est plutôt des animaux comme les chiens que l'on amène dans les centres de redressement. Bref, cette parenthèse clôturée, l'État a une grande responsabilité, d'autant plus que l'État est certainement au courant, puisque l'État est mieux informé que quiconque. Deuxième chose, c'est aussi un échec aussi de l'éducation des parents, c'est-à-dire quelque part, les parents ont plus ou moins échoué, ou du moins se sont laissés abuser par rapport à cela. Effectivement, quand on parlait de ces centres de redressement, j'ai un problème avec le mot redressement. Quand on parlait de ces centres, souvent certains parents qui étaient au courant de ce qui se passait là-bas vous disaient c'est-à-dire si vraiment il pose problème dans la maison et même dans son environnement, il vaut mieux l'amener là-bas. Et quelque part, c'était plus ou moins légitimer quelque part ces centres-là, et notamment la personne qui est au-dessus de ces centres-là, pour en revenir justement au marabout. Maintenant, c'est là où on voit qu'il y a quand même deux poids, deux mesures, parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec certains daras à l'intérieur du pays, où justement ce marabout qui était en charge de cet talibé a été interpellé par le procureur, placé sous mandat, et il y a eu un procès. C'est comme dire qu'il y a deux poids, deux mesures dans ce qu'on appelle le principe d'égalité de traitement en droit dans ce pays pour certains. On a l'impression que certains sont intouchables, d'autant plus que si on parle de ce marabout, lui-même s'est excusé auprès de l'État, auprès des citoyens, auprès des chefs religieux, etc. Cela veut dire qu'il s'arroge la responsabilité de ce qu'il y a là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le procureur devait s'autosaisir, au moins pour éclairer la lanterne des Sénégalais, ne serait-ce que donner l'impression que la justice fonctionne, qu'il y a quelque part une séparation entre
le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique. Et je suis désolé de le dire, on a l'impression qu'il y a une complicité, mais vraiment une complicité de l'État, parce que ce monsieur vague à ses occupations, c'est arrogé pour donner uniquement des excuses et on n'en parle plus. Et malheureusement, ça va être rangé aux oubliettes. Et c'est ça le danger. Alors qu'un jeune qu'on attrape juste parce qu'il fume un joint, il va se retrouver en prison. On a vu 10 000 problèmes. Le fameux rappeur 10 000 problèmes à qui on a rasé la tête, et il s'est retrouvé en prison ne serait-ce que 15 jours ou un mois. Et malheureusement, là, il s'agit de traite d'humains. Parce que les images sont insoutenables. Et ça ne crée... J'ai même l'impression que même dans l'opinion publique, si on peut l'appeler comme ça, parce que c'est la perception des choses, que quelque part ça ne choque plus personne. Que ça ne choque personne. Mais c'est là que ça me pose problème. Est-ce que cette affaire de 2 poids, 2 mesures dans la gestion de la justice dans notre pays ne crée pas de citoyens de seconde zone? Attends, depuis des années qu'on en parle, c'est exactement cela. C'est-à-dire que les gens doivent être rassurés par rapport à la justice dans ce pays. Que personne ne puisse dire, ben écoute, ça va, si ça vient de telle famille, si ça vient de telle personne, si ça vient de tel groupe, si ça vient de telle entité, il n'y a pas de problème. Il faut que déjà que les Sénégalais puissent se départir de cette perception, évidemment qu'on leur a pratiquement imposée par la réalité. Exact. C'est la première chose. L'autre chose, enfin, pour justement sur le truc de Momar là, quand il dit comment est-ce qu'effectivement on peut en arriver à cela et que les Sénégalais ne soient presque... Enfin, on a l'impression que ça va, on est en train de tourner la page. On perd la capacité d'indignation. La capacité d'indignation dont tu parles. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on a banalisé la violence dans ce pays. C'est ça la vérité. Et quand je parle de la violence, je ne parle pas de la violence des gens qui se battent dans la rue, etc. Je veux que cette forme de violence plus ou moins organisée, plus ou moins truc. Vous savez, ça nous vient de loin. Et j'aime bien, paix à son âme, un des derniers éditos de notre confrère Babacar Touré, qui a parlé de la violence au Sénégal. Et ça remonte à très loin. Par la suite, on en a beaucoup parlé, lui et moi, sur le truc. Je dis que depuis ce que nous appelons le LEL là, chez nous, c'est-à-dire que le truc de circoncis, Exact. la violence est là-bas et nous avons grandi avec. Le Dara, sa violence était acceptée plus ou moins parce que de toute façon, après, c'est la finalité qui compte. Mais dans le cas d'espèce là, certains font la comparaison, le rapprochement entre ce qu'on voit, les images qu'on donne, je n'ai jamais pu avoir la preuve que les images qu'on nous montre de gens alignés comme ça de la prison de Rebeuss, je n'ai jamais pu avoir la preuve que c'était vraiment, c'est comme ça Rebeuss. Mais parce que c'est tellement violent ça. Mais j'ai vu effectivement à la télévision quelqu'un expliquer que comment est-ce qu'on appelle ça, quand on les arrange là, la tête bêche comme on dit, la tête ici, les pieds là, la tête ici, les pieds là. Ils sont mis en billet comme Voilà, ça. donc quand les gens sont comme ça et que cette image revienne régulièrement dans l'espace public, on aide à banaliser le phénomène. Si bien que pour certains, ce qui est en train de se passer ou ce qui se passe ou ce qui s'est déjà passé dans ces centres, bon, c'est toujours dans le prolongement de... Encore que là-bas, c'est l'État, mais ici, c'est des individus qui n'ont pas le droit, comme tu disais quand tu parles de traite d'humains, je crois que c'est professeur. C'est vrai que ce n'est pas une traite là-bas, parce que la traite suppose évidemment qu'on vende et qu'on commercialise, qu'on en tire profit. Mais dans tous les cas, l'image est choquante, elle est révoltante, elle est extrêmement violente, c'est dur. Mais encore une fois, on revient toujours à la case départ. Où est l'État? Où est-ce qu'il était? Pour que enfin seulement maintenant en 2020, on arrive à dire oui, il s'est passé ceci. Et que la gendarmerie arrive comme ça, je ne sais pas, auréolé de gloire pour dire voilà, c'est nous qui avons démantelé. Vous avez démantelé quoi? Momar n'aime pas le mot redressement. Je crois que c'est du Wolof traduit. Jubanti. Jubanti. Redresser, c'est Jubanti. C'est le mot Wolof qu'on a traduit en français. Ça, c'est la question évidemment qu'on pose sur entre quand vous faites de la traduction et quand vous faites de l'interprétation. Absolument, il y a un problème de Il y a perception. un problème donc de perception, mais effectivement, pour les familles, dañ doon jubanti ji. Maintenant nag léeg-léeg nga jubanti. Après am lu dëng. Mais est-ce que la gendarmerie n'a pas sorti ces images pour mettre l'État en face de ses responsabilités? Peut-être qu'il y a eu beaucoup de cas comme ça, que l'État n'a pas réagi. Aujourd'hui, il faut médiatiser pour que les gens prennent les responsabilités. C'est possible. On peut parfaitement imaginer que effectivement la gendarmerie, étant au courant depuis très longtemps, sachant ce qui se passe, constatant que rien ne se passe, bon, quelqu'un prend ses responsabilités en disant, ben écoute, il faut agir. Parce que l'État ne pourra plus reculer. Tu ne peux pas être l'État, voir ceci se passer dans le pays,
bon, qu'on dise que vous aviez été au courant, mais que vous avez fermé les yeux, d'accord? Mais maintenant qu'on vous a ouvert les yeux, vous ne pouvez plus du tout ne pas agir. Mais encore une fois, si les images sont banalisées... Mais est-ce que ça ne crée pas une sorte de défiance de la population vis-à-vis de la justice? En se disant, écoute, dans ce pays-là, il y a certains qui peuvent faire ce qu'ils veulent, mais rien ne leur arrive. Moi, le petit citoyen là, dès que je fais la petite infraction, je vais en prison. Mais ça, je veux dire, ça date pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui. Les citoyens ont toujours eu l'impression, quand vous les interrogez, qu'il y a 2 poids 2 mesures en ce qui concerne la justice. Jusque-là, les gens le rangeaient dans les tiroirs, le pauvre et le riche. C'est-à-dire, le riche peut s'en sortir, ou bien il a de l'argent, ou bien il a des relations, bien sûr, et il arrive à s'en sortir. Par contre, le pauvre, il n'a pas qui le défendre. Et que donc, il se retrouve en prison. Raison pour laquelle vous avez des citoyens qui sont en prison depuis un moment, et ça fait, alors qu'on devait les juger peut-être dans le mois, et ça fait 3 mois encore qu'ils dorment en prison. D'ailleurs, on a discuté la dernière fois. Cette forme de violence-là dont parle le professeur, non seulement c'est une violence qui s'est banalisée, mais c'est une violence qui s'est installée chez nous et qui est devenue quelque part comme une espèce de série qu'on regarde à la télévision. Mais regardez la violence qui est consécutive aux embarcations de fortune que prennent les jeunes pour aller en mer, et on les voit justement flotter dans les océans parce qu'ils sont morts, on les voit justement échouer dans les plages, et certains jeunes même le partagent en ce qu'ils appellent le TikTok. Mais la banalité, elle est encore là. La violence que l'on voit tous les jours parce qu'il se passe des guerres quelque part, notamment en Arménie, la violence qu'on voit tous les jours parce qu'il y a des agressions tous les jours, etc., etc., c'est tellement entré dans notre quotidien, de sorte qu'aujourd'hui, non seulement on le banalise, mais on a l'impression, je dis bien l'impression, entre guillemets, que c'est dans l'ordre normal des choses. Parce qu'aujourd'hui, la normalité, on ne peut même plus la définir, tellement on est submergé de partout. Maintenant, l'État... Non seulement l'État a failli, mais moi je dirais plus loin. Parce que quand on a parlé de cette affaire-là, la gendarmerie dans son communiqué a dit quelque chose de très clair. C'est une enquête sur des scooters volés qui ont abouti justement à cela. C'est-à-dire qu'il fallait trouver le relais pour arriver à cela. Ils n'ont jamais dit, ils ont enquêté sur ces fameux centres. Alors c'est à cause de scooters volés qu'on est allé chercher pour qu'il y ait 2 personnes, et on s'est retrouvé dans des centres et on leur a signalé d'autres centres, etc., etc. J'ai même l'impression, hypothèse, que ça a été formellement construit pour faire passer la pilule. Pour que l'État aussi se dise, tiens, cela existe, alors que l'État sait que cela existe. Mais l'État a failli. L'État n'est plus la puissance publique qu'il symbolise autour justement de cela. Oui, cette faillite s'est traduite en la création de milices par rapport aux hommes politiques qui les entourent. Sidi Boulokara en avait, Moustapha Sy en avait, à Kaolack on voit les milices. Ensuite, ce qui est même bien avant ça, depuis 1950, entre Senghor et Lamine Gueye, les bérets verts, les bérets rouges, qui ont créé une sorte de violence qui s'est institutionnalisée, qui est restée dans ce pays-là. Oui. En fait, savez-vous, c'est que c'est toujours la faiblesse de l'État. Pas forcément une faiblesse du point de vue de la volonté, mais parfois d'avoir pas les moyens. Mais eux-mêmes, les politiciens créent des milices. Les marrons du feu, de la paire. J'ai dit, avant les marrons, il y avait les calots bleus. Voilà. Mais voyez-vous, avant cela, la grève de 1968, en fait, disons que c'est tout. Il n'y avait pas encore, je crois, le groupement mobile d'intervention qui a été créé. Après, enfin, je ne sais pas ce qui se passait à Dakar. Moi, je peux réfléchir à partir de ce que je voyais à Kaolack. Il y a ce qu'on appelait les comités d'action. C'était des gens qui étaient effectivement organisés, payés, nourris et quelque part. Pour mater les citoyens. Pour mater, enfin. Ouais, c'est ça la vérité. C'est vraiment pour ça. Et effectivement, ils étaient armés de gourdins. Et qui les aidait, c'est où la municipalité, parce que bon, à l'époque j'étais trop jeune pour pouvoir savoir, mais en tout cas au moins le fait est là, je ne peux pas savoir maintenant qui paye, qui est armé, je ne sais pas. Mais 60 ans après, ça perdure. C'est toujours la même chose. C'est que donc c'est notre société qu'il faut interroger, et ça renvoie encore à ce que j'appelais la violence qui est là depuis longtemps. Regardez, puisque Momar parlait tantôt des pirogues, mais dans les pirogues, tu vois des gens avec leurs cravaches, je ne sais pas trop quoi, qui tapent et tout. Et bon, ça va, les gens ne sont toujours pas choqués. En parlant de phénomènes, les violences, les guerres, etc., que vous voyez partout, quelqu'un de
de cette maison, comment il s'appelle, Alsan, quelqu'un de cette maison, Biram Pouy, s'il m'entend, il comprendra. Un jour, j'ai dit à Biram, telle image là sur le site, il faut l'enlever parce que c'est violent, c'est du sang. Il me dit non, j'ai dit non, nous on ne vend pas du sang, enlève ce truc. Alors bon, il l'a enlevé. Alors le Sierra Leone, enfin il est à la fois libérien et Sierra Leone, qui était là dans le bureau, qui me dit mais pourquoi tu l'enlèves? J'ai dit mais écoute, nous on ne vend pas du sang, c'est pas possible. Il me dit mais oh, vous les Sénégalais, on ne comprend pas. Et puis il me dit, vous juste des gens blessés, rien que des blessés, vous ne voulez pas mettre ça. Il dit chez nous, lequel de ces chez, Libéria ou Sierra Leone, il dit chez nous, à partir de 100 morts, on dit ah, ça commence à devenir sérieux. À partir de 100 morts, ça commence à devenir sérieux. Donc, et l'histoire de il est blessé, 2 morts, 3 morts, c'est rien du tout chez eux. Mais cette banalisation que nous sommes en train progressivement d'intégrer est dangereuse. Et il y a quelque chose que m'a raconté à l'époque, j'étais étudiant. Des années plus tard, je l'ai vu au Sénégal. Je ne veux pas entrer là parce que c'est très violent, c'est des détails. Donc, c'est vous dire que la violence est en train de s'ancrer. Mais malgré tout, s'il y a quelqu'un qui est aussi responsable de choses aussi graves, ce n'est pas parce que d'autres l'ont fait avant qu'il va falloir dire bon, ça va, oh, écoute, c'est correct, c'est dans l'air du temps. Ce n'est pas l'air du temps là, ce n'est pas ça du tout. N'est-ce pas? Donc, si c'est l'occasion d'arrêter, tant mieux. Et que ça n'arrive plus du tout, tant mieux. Mais encore, je répète, j'ai entendu une fois une personne qui disait, par rapport à cette histoire de talibé, de trucs, j'ai entendu une personne, je ne connais pas la voix, mais je connais le nom, qui disait, nous, dans notre Dara, en tout cas, il ne s'est jamais passé ceci. Le monsieur qui disait ça, si vous me le présentez là-dedans, comme ça tout de suite, je ne peux pas le reconnaître. Je ne suis pas sûr de pouvoir le reconnaître. Mais je sais que comme journaliste et jeune, à l'époque, j'avais fait un reportage, mais vraiment dans le sens de véritable reportage, chose vue, entendue, creuse, dans le Dara où il était, et c'est lui qui était mon guide pour visiter la prison dans ce Dara où j'ai trouvé un jeune enchaîné. Et le jeune, ces gens prenaient leurs responsabilités. Quand j'ai vu l'autorité, j'ai dit, mais j'ai vu là-bas, il paraît que lui, c'est le fils de quelqu'un qui a été sous-préfet ici. Il me dit, ici, sous-préfet ou pas sous-préfet, c'est pas le problème. Pour nous, les enfants sont égaux, Mbaké, Sita, etc. Tout c'est pareil. Donc, quand j'ai entendu plus tard cette personne me dire que ça n'a jamais existé, j'ai dit waouh, mais c'est elle-même, cette personne, qui m'avait montré la prison que j'ai visitée, qui était relativement organisée comme prison, mais c'était toujours une prison. Donc, si ces choses-là ont pu se passer dans ce pays, on laisse tomber. Si maintenant c'est l'occasion de dire on arrête, mais tant mieux, on arrête. Et le silence des politiciens dans tout ça, qu'on n'entend pas même avant d'abord la classe politique. Professeur, ce qui est paradoxal dans cela, parce que moi je me souviens, j'étais à l'école, à l'époque existait ce qu'on appelait les 4 gaillards. C'est-à-dire quand vous faisiez une connerie, excusez-moi du terme, vous n'avez pas fait votre devoir, on vous allongeait sur une table, vous avez 4 gaillards qui vous tiennent les membres et on vous bastonne. Mais quoi de plus violent? Et pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à pouvoir l'accepter et accepter encore que des violences encore plus exacerbées puissent avoir lieu dans des daras et que tout le monde n'en dise rien? Maintenant, pour en revenir au silence des politiciens. Mais vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction. À partir du moment où les politiciens sont plus ou moins, je ne sais pas, en partenariat avec ce que j'appelle les politico-religieux, et quelquefois même ce sont des partenaires et qui ont des membres dans la sphère gouvernementale ou dans les autres stations ministérielles, mais ils ne peuvent pas dire grand-chose parce qu'ils sont tous responsables depuis un moment. Que ce soit sous Abdoulaye Wade, que ce soit sous Macky Sall, ou même sous Abdou Diouf, même sous Senghor, parce que Senghor aimait draguer quand même le monde maraboutique, notamment de l'intérieur. Et que donc aujourd'hui, ils ne sont pas capables de pouvoir justifier cette impuissance de l'État, puisqu'à un moment donné, ils ont tous été au pouvoir. Et donc, quelque part, c'est se rendre coupable. Et cette culpabilité, normalement, ils devraient même l'assumer. Parce que moi, l'État, je vois toujours en l'État la puissance publique. Quand une puissance publique n'arrive pas à s'affirmer, ce n'est plus un État. Et que donc, les politiciens aussi sont tous responsables. Est-ce que c'est ça qui conduit aujourd'hui? Vous venez toujours à cette de milice. Vous savez, c'est également parce que la compétition politique n'a pas été... bon,
disons que ça n'a pas été raffiné. Voilà. Je préfère dire ça parce que sinon. Ce n'est pas sur la base de programme, sur la base d'idées. C'est le biceps. C'est des personnes, question de personnes. Quand on met c'est des personnalisé. Personnes, voilà, quand c'est personnalisé, je suis avec un tel et je le défends. Je suis prêt à me battre pour ça. Je suis pas avec un tel. Je suis prêt à aller le casser chez lui. Tout ce que j'ai à faire. Mais tout ça pour la caisse, pour mettre la main sur la caisse de l'État. Nos impôts. Même avant même la caisse de l'État, c'est la caisse du quartier, la caisse de même la caisse de la mosquée. La mosquée. Oui, c'est un problème de société. Mais encore une fois, je répète, même si c'est... En fait, ce n'est pas parce que le mal est là depuis longtemps qu'il va falloir qu'on se dise... Il faut bien en parler. Maintenant, c'est le moment d'en parler. Et il faut être bien vraiment d'alerter en souhaitant que désormais ça ne puisse plus se passer comme ça. Tu avais parlé des marrons bleus. Quand on a la police avec soi, quand on a l'autorité de l'État, pourquoi aller chercher des marrons bleus, beige, vert, etc. Quand on a l'État, pourquoi aller chercher des calots bleus? Quand on a l'État, pourquoi aller chercher les bervers? Je sais pas. Pourquoi aller chercher tout ça? Parce que simplement, on considère que la police, peut-être, il y a des choses qu'on ne pourra pas lui faire faire. Parce qu'il y a également ça, il y a des choses que la police n'acceptera pas de faire. Je suppose que la gendarmerie ne fera pas. Bien sûr, on prend des forces parallèles qu'on mobilise. Ces forces-là sont plus faciles à manipuler, sont plus faciles parce que c'est des gens qui viennent même chercher une sorte de reconnaissance sociale à partir de ça. Ces individus viennent chercher une reconnaissance sociale. Donc c'est des gros bras qui sont prêts à tout. C'est donc ce problème. Et il est politique, il est social, il est sociétal, il est culturel chez nous. Modou Kara, ça vient de commencer par... Enfin, quand je dis commencer, je veux dire que enfin la prise de conscience et surtout l'esprit de arrêter, si ça commence par lui, mais tant mieux. Mais encore une fois, je dis, c'est l'esprit de vouloir arrêter qui commence par lui, mais tel que c'est organisé cette violence, etc., c'est là depuis très longtemps. Ça nous permet le deuxième point de notre débat, qui est dans la continuité de cette question, c'est les politiciens au Sénégal, la pratique politique. On a vu la rencontre de Benno Bokk Yakaar, où pratiquement Idrissa Seck et Macky Sall sont comme Mourakso aujourd'hui, après avoir été des ennemis politiques. Les Sénégalais ne comprennent pas. Est-ce que entre l'opposition sénégalaise et le pouvoir, c'est des vases communicants? Ils interchangent les chaises selon les intérêts. Moi, j'ai toujours pensé que la politique, en tout cas au Sénégal, n'était pas une science exacte. Quand je parle de science exacte, c'est-à-dire qu'il est basé sur des normes, sur des fondamentaux. C'est des idéologies. Que le pouvoir gouverne et que l'opposition s'oppose, même si quelquefois ce n'est pas une opposition constructive. C'est parce que souvent on a une opposition qui passe son temps à s'opposer mais qui ne propose pas. D'accord? Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'effectivement les Sénégalais sont plus ou moins ébahis, en tout cas par ce qui s'est passé devant nos yeux, jusqu'à parler de Mourakso, pour la bonne et simple raison, Idrissa Seck arrivé second à la présidentielle, c'était emmuré dans un silence et certains... Souvent, les journalistes me posaient la question de son silence. Je leur disais que son silence est plutôt une forme de communication. Stratégique. C'est peut-être stratégique. Il veut peut-être envoyer des messages ou à la limite, il se prépare parce que c'est quelqu'un de très méthodique. Mais aujourd'hui, quand on vit justement qu'il s'est plus ou moins mis en couple, si je puis m'exprimer ainsi, avec le pouvoir et notamment avec Macky Sall, et que cela, quelque part, choque les Sénégalais, c'est par rapport à tout ce qu'il a dit et tous les actes qu'il a posés. Quand je dis tout ce qu'il a dit, il a même dit quelque chose qu'un de ses députés a repris et il a été sanctionné. C'est pour vous dire à quel point il est en couple avec le pouvoir. Il a posé des actes qui étaient de dire « Je ne reconnais pas la légitimité du pouvoir en place le jour de l'élection quand on a annoncé la victoire de Macky Sall. » Et que c'est lui-même aujourd'hui qui dit à la conférence de Benno Bokk Yakaar que Macky Sall c'est le patron, il faut se ranger derrière lui. Mais quand vous voyez cela, et qu'aujourd'hui, le citoyen lambda, quand je dis le citoyen lambda, c'est-à-dire qui n'a pas forcément tous les outils d'analyse que nous disposons et les critères d'analyse pour analyser la politique telle que c'est chez nous, et qui n'a que les réseaux sociaux et qui n'a que Internet pour construire sa culture politique, mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais attendez, mais il y a un problème. Comme me disait un gars hier, il me dit, le Sénégal, en tout cas, la politique s'est mbalaxisée. C'est-à-dire, tu entends une mélodie et d'un coup, ça part dans tous les sens. Ouais. Et quelque part, il a raison. Mais donc, on n'y arrive pas. Et j'ai toujours pensé que la parole des hommes politiques n'engage que les hommes politiques. Le Dalai Lama disait que pour connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, regarde ce qu'il fait. Et quelque part, cela se vérifie, malheureusement.
les citoyens sont complètement déboussolés. Complètement déboussolés. Mais quelque part, c'est peut-être une manière de faire de la politique chez nous. Je dis, c'est peut-être une manière de faire de la politique. Justement, c'est ça la question. Est-ce qu'au fond, les Sénégalais n'aiment pas ça? Est-ce qu'au fond, les Sénégalais, ils aiment comme les politiciens les balades, les font faire ce qu'ils veulent? Au fond, c'est le peuple sénégalais qui aime qu'on se comporte comme ça contre lui. Lui, il parle de balakisation, moi je parle de broxoisation. Le Moroxon. Il y a une broxoisation de cette politique au pays. Quel pays? Les gens commencent une chose, et la formule Wolof que j'utilisais, vous allez me permettre juste de dire ça en Wolof. J'ai dit, vous voyez quelqu'un qui est là, qui vous dit des choses avec l'impression que ça vous laisse une telle conviction, une telle fermeté, une telle détermination, c'est un temps précis. Le temps prime, il vous dit exactement l'inverse. Rien n'a changé dans le fond du point de vue de la situation qu'il décrivait, contre laquelle il s'élevait, qu'il dénonçait, etc. Rien n'a changé. Mais il revient dire exactement l'inverse du titre, du raf, du rousse. Et mieux encore, il va chercher à le justifier. Moi, tout de titre doit rousse. Tout ça, ça veut dire. Mais cette situation au Sénégal est très joliment résumée dans le dernier livre d'Aminata Sow Fall, L'Empire du mensonge. L'Empire du mensonge. Vraiment, c'est extraordinaire. Tout est là-dedans. Parce que, sauf que quand je dis l'Empire du mensonge, parfois je dis, bon, c'est vrai, j'ai lu, après il m'arrive parfois de dire, c'est même mondial, parfois. Mais nous sommes au Sénégal, parlons du Sénégal. Mais ça commence à être mondial. Regarde ce qui se passe dans les relations internationales. On tel prix ici, après le lendemain, on voit ce que c'est, puis en fait, ça nous éloigne, mais c'est vraiment. Mais nous parlons du Sénégal. Donc le mensonge ici est presque passé pour normal. Banal. Accepté. Alors quand j'entends, je pense, je peux me tromper, mais je pense que c'est notre jeune confrère pour moi, en tout cas, Alassane Samba Diop, qui dit, non, pas Alassane, Pape Alé Niang, qui citait Al Maktoum, qui dit Mag Boufene Arasiengu. Mag Boufene Arasiengu. Je pense que c'est Pape Alé Niang qui s'est entendu. J'ai dit, mais si c'est le cas, Aras de Moussa Dan Sun Koyun. Parce qu'il y a risque, à ce moment-là, il y a risque, parce que c'est banalisé, c'est pas très grave. On est en politique, on est en politique. C'est-à-dire que quand on en arrive à, on est en politique, c'est très grave, parce qu'il n'y a plus de valeur. Il y a de valeur. Encore là également, une une expression que j'emploie depuis maintenant plus de 20 ans, je parlais, il y a un nyakidiomisme national. Et ce nyakidiomisme-là, ça veut dire fait graoul, voilà, le fameux graoul. Chaque fois que tu entends graoul, c'est que la chose grave va arriver justement. Et c'est comme ça que nous acceptons nos politiques, mais aussi, il faut vous dire une chose, c'est parce qu'il y a une race d'individus, enfin, je ne veux pas être vulgaire, c'est des Sénégalais comme toi, comme vous et moi, mais il y a des gens qui effectivement ne trouvent que dans la politique les moyens d'une ascension sociale, une sorte de revanche sur ce qu'ils n'ont jamais obtenu, et que la politique leur donne. Quand on parle d'intellectuels, on a tendance seulement à franciser ça, on pensait qu'il y a ceux qui ont appelé. Non, il y a ceux qui ont appris arabe, ceux qui ont appris anglais. Il y a des intellectuels partout, même il y a des gens effectivement qui n'ont pas été dans ces écoles, mais qui ont une sagesse dans la réflexion. Donc, je ne parle pas de ça, mais je veux dire, il y a d'autres qui n'ont rien à offrir. Rien d'autre à offrir en termes de connaissances, en termes de savoir-faire. Même si vous avez des connaissances, vous n'avez pas de savoir-faire. Et qu'est-ce que vous allez devenir? La formation que nous tous recevons à l'université, avant l'université, le lycée, etc., à l'école primaire, ne nous a pas préparés dans certains cas à du savoir-faire. On nous donne du savoir, il n'y a pas de savoir-faire derrière. S'il n'y a pas de savoir-faire, qu'est-ce que nous devenons? Il y a des gens qui avaient une profession, je dis bien qu'il y avait une profession, je ne parle pas de métier là, ils avaient une profession, mais des contextes ont fait qu'ils ne l'exercent plus, ou alors ils l'exercent mais il n'y avait plus assez d'argent là-dedans. Et ils sont connus dans cette profession-là, il n'y a rien, mais écoute, ils se disent, ils avaient un standing, un certain niveau de vie, ils veulent conserver ça, où est-ce qu'il faut aller le chercher? Là où il y a l'argent. Où est-ce qu'il y a l'argent? Chez le pouvoir. Donc je dis, l'entreprise politique, parce que c'est comme ça que j'appelle, les entrepreneurs politiques que nous avons, c'est de véritables entrepreneurs politiques.
Et quand ils ont fini donc de faire le marketing en allant voir Alassane Samba Diop, tu m'invites une fois, 2 fois, ça va, les gens me connaissent, et je vais aller, ils m'invitent. Après, maintenant, je fais du bruit, Makini, voilà, Wadni, voilà, tout, excusez-moi, ni. Et après, on vous appelle. on m'appelle parce qu'effectivement, j'ai vendu la marchandise, Pour j'ai vous- positionné ça, pour vous et maintenant calmer. j'existe, et on m'appelle, ben ça va. Et quelles sont les conséquences de tout ça dans la gestion du pays au fond? Mais les conséquences de tout ça, c'est que d'abord, la politique est devenue un métier, pour certains, comme le dit le professeur, et pour ne pas dire, ils ne s'éclatent, ils ne s'épanouissent que dans la politique pour essayer d'y avoir des subsides, raison pour laquelle ils peuvent dire quelque chose, les renier le lendemain, et ça ne pose pas de problème. Et malheureusement, quelque part, non seulement ça désoriente l'opinion, mais ça installe progressivement une sorte de banalité de la parole publique qui fait que demain, vous pouvez dire quelque chose, dire autre chose le lendemain, mais ça ne choque personne. Mais regardez d'abord, tous les candidats qui sont à la présidentielle, le format, c'est d'abord avoir un programme. Moi, je le connais très bien. Sous Wade, j'avais entre mes mains le programme de la coalition 2000. Sous Macky Sall, il y avait le Yono Yokouté. Mais qu'est-ce qui s'est passé une fois arrivé au pouvoir? Mais on ne parle plus du programme. Mieux encore, sous Macky Sall, on a parlé, après le programme Yono Yokouté, on a parlé d'émergence. Et donc, le Yono Yokouté est relégué aux oubliettes. Et le mot émergence, on y met tout ce que l'on veut. Mais cette émergence-là s'applique beaucoup plus aux hommes politiques. Parce qu'ils veulent émerger socialement, quitte à dire et se dédire devant l'opinion, ne serait-ce que pour occuper des stations, pour utiliser une expression chère. Mais s'ils peuvent se comporter comme ça, c'est parce qu'ils ont une opinion qu'ils l'acceptent aussi. Mais enfin, l'opinion l'accepte. Attention, moi, la notion d'opinion publique, je suis très circonspect. La notion d'opinion publique, aujourd'hui, à mon sens, elle est instantanée. Ça dure juste un instant. Après, cela change. On m'a toujours appris à l'université, mon directeur de thèse, que l'opinion publique, elle se construit sur un événement. Mais ça dure un instant, puisque ce qu'on appelle l'effet d'agenda, un événement chasse son autre et l'opinion peut changer tout de suite. Et même avec les sondages, quand on fait des sondages, c'est l'opinion pendant juste un instant. Il peut y avoir de petites choses qui peuvent changer justement la perception de l'opinion. Maintenant, l'opinion, ce qu'il a fait encore chez nous, en tout cas une partie de l'opinion, ce sont les médias. Ce sont les médias. Parce que j'ai toujours pensé qu'un homme politique, devant un journaliste, devrait faire preuve de pédagogie, mais c'est le journaliste, à mon sens, qui devait installer cette pédagogie-là. Absolument. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qu'on appelle le fameux VAR. Vous invitez un homme politique, mais vous lui sortez tout ce qu'il avait dit. Et qu'est-ce qu'il va dire? Je l'avais dit parce que la situation était telle. Aujourd'hui, l'urgence nationale fait que je me comporte en soldat, donc je vais rejoindre le contingent, pour paraphraser un peu Idrissa Seck. Mais c'est aussi montrer à la génération qui vous regarde ou qui vous écoute que voilà ce gars, ce qu'il était, et ce qu'il avait dit, et ce qu'il avait promis, et voilà aujourd'hui les actes qu'il pose. Et que donc forcément, il y a la responsabilité aussi des médias. Il faut que les médias aussi, le sensationnel ne se situe pas notamment sur les phrases et sur les actes que l'on pose, mais que les médias fassent preuve de rappel. Je pense que le rappel est tellement important, même quand on enseigne, c'est quelque chose, ça n'est pas de la pédagogie, je parle sous l'autorité du professeur, que les gens sachent. Parce qu'aujourd'hui, vous avez toute une génération qui s'est arrêtée à Abdoulaye Wade en 2000, une autre génération qui s'est arrêtée en 2012 à partir de Macky Sall. Et quelquefois, ils n'ont pas des critères d'appréciation qui font appel à l'histoire de ces hommes politiques-là et de leur manière de gérer la politique. Et que donc, je dis que c'est la responsabilité des hommes politiques qui ont fait de la politique un métier, et c'est de la responsabilité aussi des médias. Maintenant, mais là où ça est encore plus grave, c'est-à-dire que vous êtes dans un État où il y a des choses qui se font, il y a des réalisations. Mais le trop-plein politique fait que ces réalisations, non seulement on n'en parle pas ou on en parle mal, mais on ne les voit plus parce qu'on est focus sur ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Mais parce que ceux qui réalisent passent le temps à faire de la politique aussi. Mais exactement. Mais quand je vois quelque part Dakar, c'est plus ou moins embelli quand même. Quoi qu'on puisse dire. Ça a des embouteillages. Non, honnêtement, oui. Même s'il y a des embouteillages. Mortels. Les ronds-points ont été fleuris. Je veux dire, il y a des infrastructures ici sur la VDN qui font que, quelque part, il y a une certaine fluidité quand même de la circulation. Il y a des réalisations, de grandes réalisations qui sont faites par le pouvoir de Macky Sall. Mais malheureusement, le trop-plein politique, à commencer par le président Macky Sall, qui est le chef d'orchestre, fait que ces réalisations, on ne les voit pas. Celui qui est chargé de les défendre ne parlera que de politique, mais ne parle pas d'actes ou de faits. Parce que quand nous sommes effectivement exactement comme
les trucs de quartier là où les gens se mettent ensemble, jeu de dames, etc., pour se bien, etc., ou la belote et tout. En fait, c'est dans ça qu'on est. Effectivement, quand on est dans ça, on n'a pas le temps, au moment où on le fait, de penser à autre chose. De réfléchir. Oui. En fait, la politique est devenue cela. Quand Momar parle de la responsabilité des médias, je dis oui. Parce que vous savez, on est en train de créer un imaginaire. Ah oui. On exagère, on dit à un tel, ah non, c'est un travail de génie. Je dis attention. Quelle est la finalité? La finalité, c'est garder le pouvoir. Mais dans ça, on a eu tellement de génies en Afrique. Ah oui. Ouais, Faites le tour. bien sûr. À commencer par notre voisin le plus immédiat à un moment donné. Yahya Jammeh, c'était un génie. Parce qu'il avait réussi à garder le pouvoir. Oui. Exact. Le champion, c'est peut-être les deux, c'est Paul Biya, etc. Comment il s'appelle le gars d'Afrique, de Guinée équatoriale? C'est des génies, ça. Très bien. Alors dites-moi, qu'est-ce que ces génies ont apporté à leur peuple? Il faut que nous arrêtions, parce qu'en continuant à faire ça, nous n'aidons pas. Exact. Nous n'aidons pas l'État, nous n'aidons pas le dirigeant de l'État, nous n'aidons pas le président, nous n'aidons pas le gouvernement, nous n'aidons pas les hommes politiques à évoluer. Parce qu'ils vont nager dans ce truc comme ça. Et puis, comme on dit en Wolof, Kula khalamal, nga dem bam yak nga tambali nelaw bo nelawé ñu romb la fi dem bayila. C'est clair. Il faut éviter de faire. Mais justement, en parlant de ce génie-là, ça nous amène à parler de la sous-région avec Laurent Gbagbo, qui lui peut-être n'a pas pu s'accrocher pour être un génie. Il a fini à la haie. Il veut aujourd'hui revenir en Côte d'Ivoire. Quels sont les enjeux de ce retour? Oui, les enjeux, d'ailleurs, on a vu qu'une fois que Alassane Ouattara a été élu pour son 3e mandat, il cherche plutôt l'apaisement. Parce qu'il ne peut peut-être pas faire, certainement, en tout cas physiquement, un 4e mandat. Et que donc aujourd'hui, il veut peut-être travailler sur le legs, sur son legs après. Et que donc la première chose, c'est d'apaiser le climat politique. Parce qu'on a vu de quelle manière il est arrivé au pouvoir. Il y a eu des morts, il y a eu une guerre, même si on ne peut pas parler de petites guerres. Et il est arrivé au pouvoir et Laurent Gbagbo s'est retrouvé justement à la CPI. Et aujourd'hui qu'il est élargi justement de la prison et qu'on lui a remis 2 passeports, un passeport diplomatique et un passeport ordinaire, il est tout à fait en droit de rentrer chez lui. Mais rentrer chez lui pas comme un citoyen ordinaire, parce que moi, pour avoir fait, puisque je travaille sur la communication de l'OADA, pour avoir fait l'Abidjan, j'ai sondé un tout petit peu les gens et je me suis rendu compte quand même, il garde une popularité indescriptible en Côte d'Ivoire. Et ça, je pense que le pouvoir le sait, Alassane Ouattara le sait, raison pour laquelle, d'ailleurs, s'il veut organiser le 14 décembre sa cérémonie d'investiture, il ne faudrait pas que le gars arrive avant le 14 décembre parce qu'il risque d'éclipser totalement sa cérémonie d'investiture. Et que tous ces enjeux-là sont d'abord d'actualité. Et ensuite, il peut être celui qui peut intégrer l'opposition autour de sa personne ou autour d'une personne qu'il aurait choisie. Parce qu'il représente quand même une bonne partie des Ivoiriens, en tout cas, une bonne partie de l'opinion ivoirienne en Côte d'Ivoire. Et que donc, alors, pour moi, la conséquence, c'est d'abord les enjeux qui doivent être maîtrisés par Alassane Ouattara pour pas qu'il y ait un retour triomphal. Et ensuite, vu qu'il discute avec Bédié pour voir comment intégrer l'opposition ou à la limite apaiser un tout petit peu l'opposition, voir comment, si toutefois il rentre, quelle va être sa posture, en tout cas dans cette opposition. Et que donc, c'est ces 2 enjeux-là que je vois. Laurent Gbagbo, oui, son retour. Tu sais, les auditeurs entendent 3 personnes qui parlent. Mais personne ne se doute, même s'ils peuvent imaginer qu'il y a une équipe technique derrière, des gens qui poussent sur des boutons, etc., qui permettent d'entendre. Je crois que la politique dans ce qu'on appelle le précaré français, là, en fait, il y a ça. Les boutons sont poussés ailleurs. Par d'autres personnes que vous ne voyez pas. Et ce sont les mains invisibles. Les mains invisibles, là. Donc, ça glisse ici, ça glisse là. Nous, on ne voit que les acteurs. Mais derrière ces acteurs, il y a encore les manipulateurs, ceux qui tiennent les manettes. Ceux-là ne sont ni à Abidjan, ni à Dakar, ni ailleurs. Ils sont à Paris. Bon, ils sont à Paris. Ils sont à Washington. Et donc, parfois, il y a des contacts avec. Je n'ai jamais lu ça, mais je me suis fait dire, mais je ne l'ai jamais lu. Mais c'est un Tchadien qui me le dit. Je dis, bon, si c'est un Tchadien qui me le dit, c'est que c'est vrai. Il me dit, comment ça s'appelle, Déby avait dit qu'il voulait partir, mais c'est la France qui l'a retenu. Il a dit au début, dans une interview. Lui-même, il a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Il a dit clairement, dans une interview. C'est la France qui va demander de rester. Alors que la France qui va demander de rester. Donc c'est la France qui va demander à un autre de rester. Et là, il vient de devenir maréchal. Mais voilà pourquoi il s'est arrogé le titre de maréchal. Il a raison, parce que de toute façon, il ne craint plus rien du tout. Donc, voyez-vous, quand nous en arrivons à cela, Gbagbo arrive quand enfin Alassane est sûr qu'il a terminé son jeu. Quelqu'un d'autre également peut arriver. En fait, on attend que la présidentielle soit passée
pour maintenant faire la paix. Mais celui qui vous demande de faire la paix, qui a les manettes, il dit, bon, telle personne peut nous gêner à ce moment donné, maintenant c'est ça, on l'a adouci, maintenant on l'a amadoué et ça continue. Donc c'est ce jeu-là auquel ça donne nos dirigeants avec des dirigeants d'un autre pays qui ne voient que les intérêts de son pays, de ses hommes d'affaires, de son peuple. Est-ce que nous avons la même lecture? Si nous n'avons pas cette lecture nous devons mettre en avant les intérêts de nos pays, de nos États, de nos peuples, évidemment la tendance c'est qu'on laisse continuer donc à l'autre de tenir la manette. Donc pour parler de Bédié, oui, il arrive dans un contexte, effectivement, comme il dit... Gbagbo. Gbagbo. Justement, Bédié, regardez, quand Bédié allait rencontrer Ouattara, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a dit que c'est Union européenne, France, et je ne sais plus encore... les trois... On ne parle même pas de l'Union africaine. Ouais. Dis donc, et au même moment, vous entendez que Valéry Giscard d'Estaing est mort, les gens disent un passionné de l'Afrique est mort. Mais c'est extraordinaire avec ce qui s'est passé. Et c'est des journalistes africains qui écrivent ça. Hassan, tu es trop jeune pour ça. Mais je me souviens, à l'époque, j'avais lu un titre du Canard enchaîné. Le numéro de l'Afrique est mort. Nom de Dieu. On est en 1981, 82, je crois, dans un journal français, le Canard enchaîné, qui parlait de dialogue. À l'époque, on parlait de dialogue franco-africain. Dialogue franco-africain. Alors, ils ont titré dialogue. C'est le dialogue autour du diamant. Et ce sont ces gens-là qui sont venus, qui nous ont fait tellement de mal et tout, mais ça va, c'est eux qui sont les Africains, l'Africain. Alors on a appelé l'Africain. Mais c'est quel Africain? Non mais c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Guinée. Le président Macron reconnaît publiquement la victoire de Conté, alors qu'il s'y tue pendant un moment. Alors, vous se posez même la question de savoir mais quand est-ce que la France va reconnaître ou ne pas reconnaître? C'est-à-dire que même nous, les opinions africaines, nous posons cette question-là pour quelque part légitimer un tout petit peu ce pouvoir. Ça, c'est un drame, ça. Mais c'est plus qu'un drame. Mais regardez ce qui s'est passé avec l'attentat de Charlie Hebdo où tous les présidents africains étaient à toi, à moi, à Paris, en train de défiler. Et pourtant, ici, il y a eu plus de 200 morts dans les embarcations de fortune, mais le président de la République ne s'est pas déplacé. Il a pondu un communiqué. Peut-être que la vie d'un Sénégalais ou d'un Africain n'a pas autant de valeur que la vie d'un Français. Cela veut dire tout simplement, pour justement confirmer ce que dit le professeur, que vous avez ceux qui tiennent les manettes derrière, et que nous, on ne voit pas. Et à un moment donné, on a parlé de la France-Afrique. Pour certains, on parlait de la France-Afrique. Même les Français disent aujourd'hui que ça n'existe plus. Mais je veux dire ça n'existe pas dans leur tête, mais dans les faits, cela existe. Aujourd'hui, le pouvoir de Conté est plus ou moins reconnu parce que tout simplement, la France a des intérêts extraordinaires en Guinée, notamment dans les travaux d'infrastructure, et qui sont là avec Total. Le port. Le port. Aujourd'hui, Gbagbo a été chassé du pouvoir. C'était à l'époque, je pense que c'était Villepin qui était Premier ministre français, parce que tout simplement la France n'en pouvait plus, parce que Gbagbo commençait à changer, en tout cas dans son discours, cette forme de dépendance par rapport à la France. Et cela confirme simplement une chose, ce que disait le général de Gaulle. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Autour de cette phrase, toute la politique française est construite autour justement des pouvoirs qui sont en Afrique, et notamment les pouvoirs qui sont chez nous, que ce soit en Côte d'Ivoire. Et qu'elle accepte. Elle accepte, une acceptation de fait. Mais les gens ont la mémoire courte. Macky Sall, en 2012, a été élu. Dans la semaine, il était en France. Je pense que 2 ou 3 jours après, il était en France. 80 millions d'euros. Mais oui, on a parlé d'une rencontre avec Sarkozy. Et comment il s'appelle, le milliardaire français, ce fameux breton-là, et celui qui cherchait à avoir la possession du port. Bolloré. Mais je veux dire, quand vous avez justement ce type d'information-là vérifiée, mais c'est quelque part, c'est comme si on va dire merci à l'oncle Sam, pour ne pas dire l'oncle gaulois français, l'oncle gaulois. Parce que Bolloré avait déjà sa main dans cette histoire-là depuis au moins, je dis bien depuis 1900, je veux dire que depuis 2006 au moins. Mais oui, mais donc il ne faut pas s'étonner que ces pouvoirs, ces mains invisibles-là, que l'on connaît tous, cherchent aussi à manipuler ou à faire déplacer les pions. Voilà, le temps que nous ayons parti est terminé. Merci infiniment Ibrahima Bakhoum, journaliste et analyste politique. Merci. À un moment
Omar Cham, qui est le patron de Welcome. Communication et aussi analyste. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, bon dimanche à tous. Merci à vous. Le meilleur de la radio, 90.3. Radio, xibaar yu wér te woo